Dans la nuit tragique du 6 octobre 1996, des rebelles ont attaqué notre hôpital à Lemera, en République démocratique du Congo. Plus de 30 personnes tuées, les patients abattus dans leur lit, à bout portant, le personnel ne pouvant pas fuir, tué de sang-froid. Je ne pouvais pas imaginer que ce n'était que le début. Obligés de quitter Lemera, en 1999, nous avons créé l'hôpital de Panzi à Bukavu, où je travaille aujourd'hui comme gynécologue obstétricien. La première patiente admise était une victime de viol ayant reçu un coup de feu dans ses organes génitaux. La violence macabre ne connaissait aucune limite. Cette violence, malheureusement, ne s'est jamais arrêtée. Un jour comme les autres, l'hôpital a reçu un appel. Au bout du fil, un collègue en larmes implorait « S'il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Ainsi, nous avons envoyé une ambulance, comme nous le faisons habituellement. 2 heures plus tard, l'ambulance est revenue. À l'intérieur, une petite fille de juste 18 mois. Elle saignait abondamment et a été immédiatement amenée en salle d'opération. Quand je suis arrivé, les infirmières, toutes en larmes, la vessie du nourrisson, son appareil génital, son rectum étaient gravement endommagés par la pénétration d'un adulte. Nous prions en silence. Mon Dieu, dites-nous que ce que nous voyons n'est pas vrai. Dites-nous que c'est un mauvais rêve. Dites-nous qu'au réveil, tout ira bien. Mais ce n'était pas un mauvais rêve. C'était la réalité. C'est devenu notre nouvelle réalité en République démocratique du Congo. La RDC victime de son hospitalité. Si vous avez appuyé sur cette vidéo, c'est parce que vous avez forcément envie de découvrir ce qui se passe en République démocratique du Congo, dans sa partie est au nord Kivu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à faire des précisions très importantes. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis congolais comme je tiens à le préciser. Cependant, je tiens à préciser également que dans cette vidéo, je m'efforcerai d'expliquer de manière brève et sans parti pris ces massacres qui durent depuis près de 30 ans et qui a déjà fait plus de 12 millions de morts. Mais aussi et surtout, en aucun cas, je ne ferai l'apologie de la violence, surtout entre Africains. L'objectif de cette vidéo est de faire montrer comment nous, peuples africains, sommes manipulés non pas pour nos intérêts propres qui pisaient, mais pour les intérêts des puissances occidentales. Les gens qui ont suivi les demi-finales de la CAN, particulièrement le match opposant la Côte d'Ivoire face à la République démocratique du Congo, ont sûrement remarqué ces gestes pendant l'hymne national de la RDC. Vous avez aussi sûrement remarqué que tous les joueurs congolais portaient des brassards noirs lors de ces matchs. Ce geste était réalisé en soutien à la population de l'Est de la République démocratique du Congo, précisément au nord Kivu, qui sont tués depuis près de 30 ans. Ce geste était aussi une interpellation de la communauté internationale face au silence cru qu'elle garde depuis près de 30 ans dans le dossier. Les supporters congolais aussi n'étaient pas en reste. Ils n'étaient pas venus seulement supporter leur équipe nationale, mais surtout, ils étaient là pour faire passer un message. Habillés pour certains des polos, d'autres des pancartes, on pouvait facilement lire des messages tels « Stop au génocide à Goma »,« Rwanda is killing » et d'autres slogans du genre. Malheureusement, durant tous les matchs et durant les 90 minutes du jeu,
L'équipe de production n'a pas voulu zoomer sur les supporters congolais ne fût-ce qu'une seule fois afin de montrer aux yeux du monde leur message. Étrange, n'est-ce pas? Certains diront que le foot est apolitique, mais ces supporters congolais ne demandaient que la paix comme les Ukrainiens qui demandaient la paix dans des stades de football et les instances sportives. Ces supporters congolais ne demandaient qu'également la paix comme les Ukrainiens qui ont vu la Russie être sortie des organisations sportives. C'était juste une parenthèse qui vaut quand même la peine d'être soulevée. Les questions principales qu'on doit se poser sont les suivantes. Premièrement, pourquoi vouloir garder silence dans ce génocide qui a déjà fait plus de 12 millions de morts, plus que même la Première Guerre mondiale qui en a fait près de 10 millions? Deuxièmement, qui bénéficie réellement de cette guerre ou sinon qui la finance au point de faire taire tout le monde? Afin de comprendre cette guerre qu'il faut tout simplement qualifier de génocide, il faut revenir vers le XXe siècle au moment où la République démocratique du Congo était encore le Zaïre dirigé par Mobutu. Mais également et surtout comprendre l'origine du génocide rwandais entre les Hutus rwandais et les Tutsis rwandais. S'il faut revenir sur toute l'histoire, la vidéo sera très longue. Mais je vais vous expliquer à travers les grandes lignes comment la République démocratique du Congo est devenue victime de son hospitalité et pourquoi les grandes puissances politiques et industrielles font de leur mieux pour étouffer l'affaire. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques documentations et vidéos à suivre afin de mieux comprendre la situation. Retenons qu'après la Seconde Guerre européenne, les États-Unis et la Russie sont entrés en guerre froide. Durant cette période, presque toutes les puissances européennes étaient ruinées du fait de la guerre. En Afrique cependant, un vent de décolonisation souffle. Les nouvelles autorités des pays choisissent pour la plupart leur camp, soit le communisme avec la Russie ou le capitalisme avec les Américains. Arrivé au pouvoir grâce aux Américains en récompense de l'aide fournie pour l'assassinat de Lumumba, Mobutu se fait le gardien du capitalisme en Afrique centrale et déstabilise ses voisins qui veulent se rapprocher du communisme. Mais Mobutu se sent de plus en plus puissant et veut rendre son pays puissant. Cela passe évidemment par son économie. Il ne veut plus brader les ressources de son pays à coup de rien. Malheureusement pour lui, le moment est mal choisi. Les Américains n'avaient plus besoin de lui parce qu'ils ont gagné la guerre froide et le communisme à la fois. Les Américains présentent ainsi Mobutu comme un grand dictateur qui doit partir. Au même moment, au Rwanda, c'est le génocide qui provoque près d'1 million de morts. C'est ainsi qu'on a demandé à Mobutu de recevoir les déplacés Hutus qui fouillaient la guerre et la progression de Paul Kagame. Mobutu finit par accepter malgré lui, un moyen pour lui de redorer son image sur la scène internationale. Paul Kagame, ayant pris le pouvoir au Rwanda, soutient avec les États-Unis et le Burundi la rébellion de Laurent Désiré Kabila. N'oublions pas que l'objectif des Américains, c'est d'avoir la même mise sur les minerais de l'Est de la République démocratique du Congo. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu avec Laurent Désiré Kabila. Ce dernier ne veut pas céder les minerais de son pays. C'est ainsi qu'il fut assassiné au profit de son fils Joseph Kabila. Retenons qu'avec les déplacements de Hutus qui ont fui la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, il y avait aussi des militaires que Paul Kagame considérait comme génocidaires. Paul Kagame utilise ces prétextes jusqu'à aujourd'hui pour déstabiliser la région de l'est de la République démocratique du Congo au profit des Américains, bien que son économie en bénéficie également aujourd'hui. Le Rwanda est officiellement producteur du cobalt, mais ils n'ont pas de cobalt sur leur sol. Il y a beaucoup de points que j'ai dû sauter, mais j'ai mis un lien d'une vidéo qui en parle explicitement. Et vous pouvez également lire les livres de Charles Onana, Holocauste au Congo, ou suivre les documentaires de Thierry Michel, L'Empire du Silence. Pour me résumer, je dirais ceci. Dans l'envie des États-Unis de mettre la main sur les ressources naturelles de l'Est de la République démocratique du Congo, ces derniers ont soutenu Paul Kagame dans sa lutte armée contre Habyarimana qui était ami à Mobutu. Et à travers les déplacements de la population Hutu, les États-Unis avec Paul Kagame ont su créer une zone de trouble ou de l'insécurité. Ces petits résumés expliquent l'attitude du soutien inconditionnel des États-Unis envers le Rwanda. Notons que l'armée congolaise était sous embargo depuis plus de 20 ans alors qu'elle luttait contre l'insécurité à l'est de son territoire. Les Américains se sont opposés jusqu'à la dernière minute du lever de l'embargo. Cette situation doit nous interpeller, nous, Africains, parce qu'il n'est pas normal que les Africains s'entretuent au nom des intérêts des puissances extérieures. Il n'est pas normal également qu'on cherche à faire voiler à une guerre économique le masque d'une guerre ethnique. Hier, Mobutu était soutenu par les Américains. Après l'avoir utilisé, ils se sont retournés contre lui parce qu'il ne satisfait plus à leurs attentes. Aujourd'hui, Kagame est soutenu par les Américains et au bout d'un moment, il sera rejeté par ces derniers. La question que je me pose est de savoir quand est-ce que nos dirigeants africains apprendront de leur histoire pour qu'ils arrêtent d'être manipulés comme des petits? Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt.